Bonjour à toutes et à tous. Toujours avec la correction du DSCG de 2024, on va voir la suite de la correction. On s'est arrêté au niveau de la troisième mission dans le dossier numéro 1 qui concerne les opérations courantes. Donc là, on va voir la deuxième partie de la correction. On va avancer avec la mission 3. On vous dit, Madame Palui vous demande l'estimation du coût mensuel de la rémunération d'un pâtissier glacier qu'elle envisage d'embaucher. Par ailleurs, le stagiaire dont vous avez la charge se demande pourquoi il n'a pas accès aux écritures de paye. Donc voilà, ça c'est l'introduction en quelque sorte de la mission numéro 3. Et dans la mission numéro 3, dans le premier dossier, vous avez 4 questions. Donc sans trop tarder, on va commencer par la première question. On vous dit évaluer le coût mensuel de la rémunération d'un pâtissier glacier pour la ACRL Palui. Et là, vous avez les éléments de calcul, donc toutes les informations nécessaires pour calculer et pour répondre à la question dans le document numéro 3. Et voilà, donc ça c'est l'extrait du document numéro 3. Vous avez simulation des éléments du coût mensuel d'un pâtissier glacier. Là, vous avez tout simplement le salaire brut en euros, 2000 euros. Et vous avez ici les cotisations sociales en euros avec à chaque fois part salariale et part patronale. D'accord? Alors, donc là, il faut toujours avoir en tête que le salaire brut, il se compose du salaire net, c'est-à-dire que le salaire que va empocher finalement le salarié, plus les cotisations, mais seulement la part salariale, celle-là. Donc en gros, les 2000 euros qu'on a ici contiennent à la fois le salaire net et les 448 euros de cotisation par salarial. D'accord? Mais là, pour l'instant, on vous demande tout simplement le coût mensuel de la rémunération d'un pâtissier glacier en se basant sur ce document-là. D'accord? Quand on parle du coût mensuel, c'est tout simplement le coût global que l'employeur, en l'occurrence c'est la CRL pas lui, doit payer chaque mois si elle embauche finalement donc le salarié, le pâtissier glacier. Donc là, tout simplement le coût mensuel, il se compose par le salaire brut mensuel et les cotisations sociales par patronale. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, le salaire brut, il contient à la fois le salaire net plus les cotisations sociales salariales, donc la part salariale, mais il faut rajouter à ça les cotisations patronales mensuelles. D'accord? C'est pour ça le coût mensuel, tout simplement, est égal au salaire brut plus cotisation patronale. Donc le coût mensuel, tout simplement, c'est 2000 euros le salaire brut que vous avez ici, plus les 876 euros la part patronale. Et du coup, le salaire mensuel s'élève à 2876 euros. Donc ça, je vous rappelle, c'est le coût global qui contient à la fois le salaire net, les cotisations sociales par salariale et les cotisations sociales par patronale. C'est ce qu'on appelle le coût global social. Après, vous avez la question suivante, donc la deuxième question dans la troisième mission liée au premier dossier. On vous dit identifier les comptes de charge qui seront impactés par cette rémunération. D'accord? Donc voilà, ça c'était l'extrait du tableau de simulation des éléments de salaire liés à l'embauche du pâtissier glacier. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez le salaire brut ici, vous avez part salariale et part patronale en ce qui concerne les cotisations sociales. Et là, on vous demande tout simplement les comptes de charge qui sont justement concernés par l'écriture qui est liée au salaire par rapport à ce pâtissier. Donc là, vous avez deux choses. Vous avez le salaire brut, donc c'est le compte 641 dans la rémunération du personnel, et vous avez un autre compte pour les cotisations sociales patronales, donc les 876 euros que vous avez ici, dans le compte 645 charges de sécurité sociale et de prévoyance. Donc là, vous avez deux comptes. Vous avez le salaire brut, donc le compte 641, comme je viens de vous dire, c'est la rémunération de personnel, et vous avez les cotisations patronales de 876 euros dans le compte 645 charges de sécurité sociale et de prévoyance. Bien sûr que ça, c'est dans le débit parce que ce sont des comptes de charge et les comptes de charge augmentent au débit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut débiter les deux comptes. Et là, comme dit, 641 avec ce montant-là de 2000 euros et 645 avec le montant de 876 euros. Après, la question suivante, on vous demande d'évaluer le montant du salaire net à payer mensuellement avant impôt sur le revenu. Donc là, on vous demande de calculer justement juste le salaire net que
doit verser la SARL, pas lui, au cas où elle embauche le pâtissier glacier. Et là, je vous ai dit que le salaire brut, il se compose de deux éléments, donc le salaire net et les cotisations sociales, mais uniquement par salariat. D'accord? En gros, les 2000 euros que vous avez ici contiennent le salaire net plus les 448 euros. Donc pour avoir le salaire net, c'est très facile. Il faut juste prendre les 2000 euros et déduire de ces 2000 euros 448 euros. D'accord? Parce que vous avez ici salaire net égal au salaire brut moins cotisation sociale uniquement par salariat. D'accord? Donc au final, le salaire net mensuel s'élève à 2000 euros moins 448 euros que vous avez ici qui concerne les cotisations sociales par salariat. Et le salaire net finalement s'élève à 1552 euros. Donc ça au final c'est le salaire net, c'est la rémunération que va toucher le salarié en fin de chaque mois. C'est 1552 euros. Bien sûr, avant de prendre en compte le cas échéant, un prélèvement à la source qui concerne l'impôt sur les revenus. D'accord? Parce que en fin de compte, donc quand l'année se termine, vous devez faire les déclarations d'impôt l'année suivante, d'accord, à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Vous devez faire votre déclaration d'impôt sur les revenus, donc c'est pour les personnes physiques. Et là, vous payez l'impôt sur le salaire et sur les éventuels autres revenus que vous avez de votre foyer fiscal. Maintenant, on a un système de prélèvement à la source qui est basé sur l'impôt que vous avez payé l'année passée. D'accord? C'est pour ça, sur vos fiches de paye, vous pouvez trouver que vous avez déjà un prélèvement à la source sur votre fiche de paye et que le salaire mensuel net, donc là les 1552 euros, si jamais vous êtes imposé et vous payez l'impôt, vous allez encore payer un montant de prélèvement à la source et finalement vous touchez le salaire net même de l'impôt sur le revenu. Mais pour l'instant, on n'a pas les éléments de calcul dans l'énoncé, donc il fallait calculer tout simplement le salaire net mensuel sans prendre en compte un éventuel prélèvement à la source en matière de l'impôt sur les revenus. Pour la question suivante, on vous demande de justifier deux raisons pour lesquelles le stagiaire n'a pas accès aux écritures de paie. D'accord? Donc ça, c'est une question théorique. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut juste dire pourquoi vous, en tant que chargé de stagiaire, vous lui donnez pas les accès aux écritures de paie. D'accord? Donc là, on peut avancer la première raison, c'est le secret professionnel tout simplement et la confidentialité des données qui ne doivent pas être accessibles par les autres personnes, donc autres que les personnes autorisées. D'accord? Donc un stagiaire, il va passer quelques semaines, voire quelques mois, et après il va partir, donc il ne fait pas partie du cabinet comptable, il ne doit pas avoir accès à toutes les données. Deuxième raison, c'est la protection des données, tout simplement, au cas où il y a des personnes qui sont incompétentes, ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour toucher aux écritures de paie, ils risquent d'altérer tout simplement toutes les écritures et finalement fausser la comptabilité du client. D'accord? Donc là, vous avez deux raisons. D'abord, le secret professionnel et deuxièmement, c'est la protection des données qui risquent d'être altérées. Voilà, donc ça, c'était la dernière question dans le dossier numéro 1. Donc on a terminé avec les opérations courantes. On va voir le dossier numéro 2 qui concerne les opérations d'investissement et de financement. Donc là, vous avez, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, Madame Palui a acquis auprès du fournisseur Andel Concept un four électrique modulaire très peu énergivore. Cette acquisition a déjà fait l'objet d'une comptabilisation non vérifiée par votre stagiaire. Ce nouveau four électrique modulaire Andel vient en remplacement de l'ancien four de cuisson de marque Wilson qui est revendu par Madame Palui. Donc voilà, donc maintenant on a fini avec les opérations courantes, on va voir le deuxième dossier qui porte sur les opérations d'investissement et de financement. Donc là tout simplement, le cas que vous avez ici expose un problème déjà d'écriture par rapport à l'acquisition parce que là on vous dit que c'est le stagiaire qui a passé l'écriture liée à cette acquisition et cette écriture pour l'instant elle n'est pas encore vérifiée. Et après, on vous dit que ce four qui est acheté par Madame Palui, donc au fournisseur Andel Concept, est acheté et acquis pour remplacer un ancien four de la marque Wilson qui est revendu par la société. D'accord? Donc là, on va voir la première question. Donc là, on vous dit identifier et évaluer les erreurs commises par le stagiaire
dans l'enregistrement de la facture numéro 4787 relative au nouveau four Ondel. Donc ça, c'était la première question dans la première mission liée au deuxième dossier d'opération d'investissement et de financement. Donc là, vous avez les informations et vous avez les écritures qui sont passées par le stagiaire en ce qui concerne cette acquisition du four Ondel. D'accord? Là, vous avez quoi? Vous avez tout simplement le libellé de la facture. D'accord? Donc là, c'est la date de passation de l'écriture. Pour l'instant, on peut vérifier, avant même de voir la réponse, on peut vérifier s'il y a des erreurs qui sont claires. Donc là, le 15 mars, donc il s'est pas trompé de date, il s'est pas trompé de la pièce, il s'est pas trompé de libellé, mais les montants, vous avez ici 12 000 euros. Ça, c'est tout simplement le prix du four, le prix hors taxe. Vous avez ici 624, c'est le frais de transport, 200 euros. Vous avez la TVA à 2420 sur les deux, sur les 2000 et les 200. Et là, il a passé dans le compte 765 un escompte de paiement. Et donc là, c'est le compte 400K dans le compte de fournisseur d'immobilisation. C'est le reste. Ça veut dire que tout simplement, c'est l'ensemble de la facture à laquelle on déduit l'escompte. Et au final, là, il a laissé une dette ouverte à 14 512. Pourquoi il a passé cette écriture? Parce que là, on vous dit que ce fournisseur a également assuré le transport. C'est-à-dire que le transporteur, il appartient au fournisseur et du coup, donc, le fournisseur Ondel, il a facturé aussi le service de transport à la société, pas lui. Et là, on vous dit que le montant de dette a été déjà vérifié par Monsieur Dominguez. Il est exact, donc ça, on n'a pas de problème. La dette, elle est exacte. Sauf que là, le problème, c'est que le stagiaire, là, vous avez deux erreurs. La première erreur, c'est qu'il a mal évalué le prix d'acquisition ou le coût d'entrée du four. Parce qu'en fait, quand vous achetez une immobilisation, les frais liés à l'immobilisation sont incorporés au prix d'entrée d'immobilisation. Donc c'est pour ça, là, les 200 euros qui sont là, il devait les incorporer dans les 12 000 euros d'acquisition du four. Donc ça, c'est le premier problème. Donc c'est la première erreur, c'est l'évaluation de l'immobilisation. Puis après, vous avez une erreur de comptabilisation. Parce que si vous prenez en compte le coût de transport dans le coût d'acquisition de l'immobilisation, bah tout simplement, au lieu de mettre les 200 euros dans 624 les frais de transport, vous allez les mettre aussi dans le compte 2154 et au final, là, au lieu d'avoir 2000 euros hors taxe, vous aurez 2200 euros et ça sera le coût d'acquisition ou le coût d'entrée hors taxe de l'immobilisation, en l'occurrence du four Ondel. D'accord? Donc là, vous avez deux erreurs. La première erreur, comme dit, c'est erreur de comptabilisation de frais de transport et de l'escompte du paiement. Donc au final, parce que là, vous avez l'escompte du paiement, lui aussi, il l'a mis dans le compte 765. D'accord? Mais comme dit, tout ce qui est lié aux frais d'acquisition et tout ce qui est lié à l'escompte de règlement doit être pris en compte dans l'évaluation hors taxe de l'immobilisation. Donc là, au final, au lieu d'avoir 12 000 euros ici, on devait avoir 12 000 plus les frais d'acquisition, moins l'escompte qui s'élève à 100. Donc au final, on devait avoir au débit 21,54 avec le montant de l'immobilisation qui doit prendre en compte à la fois le frais de transport et l'escompte. On doit avoir aussi au débit la TVA sur les immobilisations. Et au crédit, on doit avoir tout simplement uniquement la dette totale du fournisseur d'immobilisation. C'est pour ça là l'erreur d'évaluation, comme je viens de vous dire, parce que l'acquisition doit s'élever à 12 000 euros, déjà c'est le prix hors taxe, plus le frais de transport à 200 euros, moins l'escompte obtenu par la société, pas lui. Donc au final, au lieu d'avoir 12 000 euros ici, hors taxe, c'est le coût d'entrée du four, on devait avoir 12 100. Donc au final, on devait avoir 12 100 euros hors taxe, la TVA à 2420 et la dette fournisseur 14 520 euros. Donc voilà, et là, il fallait parler de deux erreurs qui sont commises par le stagiaire. La question suivante, toujours dans la première mission. La deuxième question, on vous dit évaluer et présenter l'ensemble des écritures de l'exercice 2023, à savoir les écritures courantes et les écritures liées aux travaux d'inventaire, relatives à quoi? Relatives à l'utilisation et à l'escission du four Wilson. Donc vous avez un four, un ancien four
de la marque Wilson. Et là, on vous demande tout simplement de passer les écritures de 2023, toutes les écritures qu'on devait passer en tant que comptable, les écritures courantes et les écritures liées aux travaux d'inventaire. Et là, vous avez le document. Ce sont les informations qui concernent justement le four de la marque Wilson. Et c'est un extrait de balance au 1er janvier 2023. D'accord? Ça veut dire que pour 2023, on n'a pas encore fait les travaux d'inventaire parce que ça, c'est l'extrait au 1er janvier et non pas au 31 décembre 2023. On vous dit, là, le matériel, ça veut dire celui-là, les 10 000 euros, est amorti sur 5 ans linéairement. D'accord? C'est l'amortissement constant. Et là, il n'y a aucune valeur résiduelle à prendre en compte. Et le 1er avril 2023, on a vendu le four qui a été acquis ici à des 1000 euros. On l'a vendu à 1000 euros hors taxe. Et cette facture a été réglée par virement bancaire le 20 avril. Ça veut dire le 1er avril, on a vendu à crédit. Et là, le 20 avril, on a encaissé le montant du four. Ok? Donc là, la première chose à faire, la première écriture, elle concerne la vente du four. D'accord? Donc la première écriture au 1er avril 2023 se présente comme ça. Donc vous avez le produit de cession d'éléments d'actifs à 1000 euros, parce que là, la vente s'élève à 1000 euros. Vous avez la TVA à 20%, 200 euros. D'accord? TVA collectée sur les 1000 euros, parce que la société, elle est assujettée à la TVA. Quand elle avait acheté le four de 10 000 euros, elle avait déduit la TVA sur les 10 000 euros. Donc là, quand elle vend, elle doit vendre avec la TVA. Du coup, elle doit collecter de la TVA. Donc là, le produit de cession hors taxe, il s'élève à 1000 euros, hors taxe. La TVA collectée 200. Et créance sur cession d'immobilisation 1200, tout simplement 1000 plus 200. Pourquoi c'est une créance sur cession d'immobilisation? Parce qu'on vous dit que elle a vendu le 1er avril, mais elle a encaissé le montant que le 20 avril. Donc ça, c'est la première écriture. Après, l'écriture suivante, c'est le 20 avril. Vous avez l'encaissement, tout simplement. C'est la banque à 1200, d'accord? Et on annule la créance qu'on a ici sur les immobilisations à 1200. Donc cette écriture, elle est simple. Donc là, on a annulé la créance qu'on a encaissée via un virement bancaire à la date du 20 avril. Après, vous avez l'écriture suivante, elle concerne l'amortissement du four au 31/12/2023, d'accord? Parce que comme dit là, c'est la balance au 1er janvier 2023, on n'a pas encore fait les travaux d'inventaire, en l'occurrence, on n'avait pas encore passé les amortissements liés à 2023. Et là, vous avez les informations liées à l'amortissement. Là, on vous dit que justement le four est amorti sur 5 ans de manière linéaire, ça veut dire constante. Et là, on sait que le four est sorti le 1er avril. Ça veut dire qu'il est resté dans la société que pendant 3 mois en 2023. C'est pour ça les 500 que vous avez ici. C'est tout simplement 10 000 euros divisé par 5 pour avoir la dotation annuelle, mais multiplié par 3 et divisé par 12 pour avoir que 3 mois dans l'année. D'accord? C'est pour ça que vous avez 10 000 divisé par 5 fois 3 sur 12 et on a 500 euros d'amortissement parce que le four est resté que pendant 3 mois dans la société en 2023. Ok? Et la dernière écriture concerne tout simplement la sortie du matériel, vu que le matériel est vendu, donc il faut le sortir à 10 000 euros. C'est au 31/12/2023 aussi. On sort le matériel 21,54 matériel industriel de 10 000 euros que vous avez ici. Donc on l'annule parce que là il est au débit. On annule. Après, au crédit, il faut annuler le cumul d'amortissement 7500. Le cumul d'amortissement, c'est tout simplement le cumul que vous avez ici. Ça, c'est le cumul, je vous rappelle, avant 2023. Il faut rajouter à ce cumul la dotation complémentaire de 2023 qui s'élève à 500. C'est pour ça, là, vous avez 7500. C'est tout simplement 7000 que vous avez ici. Plus l'amortissement que vous avez ici. 500, donc c'est 7500. Et la différence entre les deux, c'est la valeur nette comptable des éléments d'actifs CD, c'est 2500, tout simplement 10 000 moins 7500. D'accord? Voilà, comme dit, ça c'est 7500, donc 7000 qui est là, plus 500 qui est là. Et là, vous avez les 10 000 euros, c'est ce que vous avez, c'est le prix d'entrée du four dans les comptes de la société, pas lui. Donc voilà, là on a fini la première mission. On va voir la deuxième mission liée au dossier numéro 2 qui concerne les opérations d'investissement et de financement. Donc voilà, dans la deuxième mission, on vous dit pour financer une partie du nouveau four électrique modulaire, la ACRL Palui a obtenu une subvention de la part du Conseil régional d'Occitanie
dans le cadre de son programme de soutien à l'efficacité énergétique. En complément de la subvention, la SARL Al-Palwi a contracté un emprunt auprès de la banque BRCM. Donc là, vous avez donc l'opération de financement de l'acquisition du four par la SARL Al-Palwi qui a été financée par deux modes de financement. Vous avez une subvention d'équipement accordée par le conseil régional et vous avez en partie le financement par emprunt bancaire. D'accord ? Voilà, donc la première question dans la deuxième mission, on vous demande tout simplement d'enregistrer la subvention d'équipement. Et la subvention d'équipement, toutes les informations sont dans le document 6. Vous avez les informations qui concernent la subvention. Et là, on vous parle de la subvention. On vous dit que la subvention, donc le 30 mars 2023, le conseil régional notifie à la société l'obtention de la subvention de 1500. Et là, le 13 avril, on vous dit le conseil régional a fait le versement justement de la subvention. Donc là, vous avez la promesse, donc la notification de la subvention, et là, vous avez le versement de la subvention. Donc là, vous avez deux choses. Là, il faut constater la subvention à recevoir, et là, il faut passer la subvention en compte bancaire. Là, vous avez deux écritures à passer qui concernent la subvention d'équipement. Donc la première écriture, le 30 mars 2023, État subvention à recevoir 2500, en contrepartie de subvention d'équipement. Là, c'est pour constater la créance vis-à-vis de l'État. Après le 13 avril, il faut annuler la créance, donc cet État subvention à recevoir, en contrepartie de la banque, parce que on a encaissé effectivement la caution le 13 avril 2023. Et là, c'est par virement bancaire, donc là, on a encaissé, on a mouvementé le compte bancaire au débit, qui s'élève à 1500 euros. Puis après, vous avez la question suivante, on vous demande de comptabiliser la mise à disposition des fonds de l'emprunt. Donc là, vous avez le mail qui concerne l'emprunt, donc c'est un mail bancaire qui est reçu par la société Palwi, dans lequel on trouve les informations qui sont liées à l'emprunt. Donc là, vous avez l'ensemble des informations, et là, on vous dit que conformément à ce mail, les fonds ont été mis à disposition le 1er mars 2023 et avis de crédit numéro 370. Et là, vous avez l'ensemble des informations qui sont liées à cet emprunt. Mais pour l'instant, on vous demande tout simplement d'enregistrer comptablement la mise à disposition des fonds. Donc, c'est juste la mise à disposition des fonds, c'est-à-dire le déblocage de l'emprunt. Et là, on vous donne la date, c'est le 1er mars 2023. Il faut tout simplement mettre au crédit, parce que c'est une ressource pour la société, l'emprunt à 8000 euros. Et au débit, il faut mettre la banque à 8000 euros, tout simplement. Donc, c'est le 1er mars 2023. Emprunt auprès d'établissement de crédit 8000 euros. Au débit banque, 8000 euros. Et là, vous avez le déblocage, avis de crédit numéro 370 que vous avez ici. Puis après, vous avez la question suivante. On vous demande d'indiquer à Madame Palwi le montant de l'annuité à verser au 1er mars 2024. Donc là, vous avez l'ensemble des informations qui sont liées à l'emprunt. Donc vous avez le montant à 8000 euros. Vous avez la modalité de remboursement, c'est amortissement constant. Vous avez taux d'intérêt 5%. La durée, c'est 4 ans. Et la date de la première annuité, c'est le 1er mars 2024. Ça veut dire un an après la date de déblocage de l'emprunt. Et là, on vous demande tout simplement de calculer la première annuité que doit verser Madame Palwi le 1er mars 2024. Là, vous avez déjà les informations qui sont là. Mais déjà, l'annuité, elle se compose de quoi? L'annuité de remboursement, elle se compose d'abord par l'amortissement du capital, c'est-à-dire ce que vous remboursez réellement par rapport à l'emprunt. Deuxièmement, elle contient l'intérêt. Troisièmement, elle peut contenir aussi l'assurance si l'assurance est proposée par la banque et parfois d'autres frais éventuels. D'accord? C'est pour ça, annuité, c'est amortissement plus intérêt plus assurance et frais éventuels. Sauf que là, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de frais, donc tout simplement l'annuité ici, elle se compose de l'amortissement et de l'intérêt. D'accord? L'amortissement, comment est-ce qu'on le calcule vu que là, c'est par amortissement constant, donc il faut prendre tout simplement 8000 euros et le diviser par la durée de remboursement qui est de 4 ans. D'accord? Donc 8000 euros divisé par 4 ans, ça vous donne 2000 euros qui est là. D'accord? Ça, c'est l'amortissement. Puis après, il faut rajouter à l'amortissement l'intérêt parce qu'on n'a pas d'assurance et de frais éventuels. Et l'intérêt, vu que c'est la première année, il porte, c'est-à-dire les 5%, porte sur l'ensemble des 8000 euros. Parce que pour l'instant, on n'a rien remboursé. D'accord?
l'intérêt, il porte toujours sur le capital restant dû à la période de calcul. À la période de calcul, là, on est à 8 000 euros. Donc, l'intérêt, c'est 8 000 euros fois 5%. Ça vous donne 400. Ça, c'est le montant d'intérêt. Finalement, le montant de l'annuité de la première année s'élève à 2 000 plus 400. Ça fait 2 400 euros. Ça, c'est le montant de l'annuité que doit verser Madame Palui à la banque le 1er mars 2024.